Le lancement d'un nouveau porte-avions, c'est toujours un événement. On voit les images, on est impressionné par la taille. Ah oui, c'est clair. Mais souvent, le diable est dans les détails. Et là, que se passe-t-il lorsque ce nouveau navire embarque une technologie si avancée que seul un autre pays au monde la maîtrise? Là, ça change tout. Là, on ne parle plus seulement d'un avion, on parle d'un message envoyé au reste du monde. C'est exactement le cas du troisième porte-avions chinois, le Fujian. Et pour en saisir toutes les subtilités, on va s'appuyer sur un article très complet qui s'intitule « Le Fujian, le troisième porte-avions chinois ». Un article très dense, effectivement. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui rend ce navire si différent, ce qu'il change dans le bras de fer naval en Asie, et surtout ce qu'il nous dit des ambitions de la Chine pour les décennies à venir. Alors, commençons par ce qui se passe sous le pont d'envol. La cérémonie de mise en service a eu lieu le 5 novembre sur l'île de Hainan avec le président Xi Jinping en personne. Oui, un symbole fort. C'est un symbole très fort, mais au-delà de la cérémonie, il y a un détail technique qui change absolument tout. Les catapultes. Oui, et c'est vraiment le cœur du sujet. Pendant des années, on s'est demandé si les ingénieurs chinois allaient y arriver. Et ils l'ont fait. Le Fujian est équipé de catapultes électromagnétiques. D'accord. Pour qu'on se rende bien compte de l'exploit, jusqu'à présent, cette technologie était réservée à la toute dernière génération de porte-avions américains. C'est un club extrêmement sélect. Il faut peut-être qu'on explique la différence parce que c'est pas forcément évident. Avant le Fujian, les deux autres porte-avions chinois, le Liaoning et le Shandong, ils utilisaient une méthode Complètement différente. complètement différente, une sorte de rampe inclinée qu'on appelle un tremplin. L'image d'un tremplin de ski est assez parlante, non? C'est exactement ça. L'avion prend de la vitesse sur le pont et est littéralement projeté vers le haut par cette rampe. C'est un système simple, robuste, hérité de la conception soviétique. D'accord. Mais il a un défaut majeur. Il limite drastiquement la masse de l'avion au décollage. Un peu comme si on essayait de sauter avec un sac à dos très très lourd. Et un avion plus léger au décollage, ça veut dire quoi en termes de combat? Moins de carburant, moins de missiles? Précisément les deux. Pour pouvoir décoller, les chasseurs J-15 devaient faire des compromis. D'accord. Moins de carburant, c'est un rayon d'action plus faible, donc l'avion doit revenir plus vite. Moins d'armement, c'est une puissance de feu réduite. Logique. Avec le Fujian, eh bien, cette contrainte disparaît. La catapulte électromagnétique, c'est une sorte de lance-pierre magnétique géant et ultra précis. Ah oui. Il peut propulser un avion à pleine charge. Avec tous ses réservoirs pleins et son armement au complet. On change complètement de dimension. On passe d'une capacité de défense à une véritable capacité de projection de puissance, loin des côtes. C'est un pas de géant. Carrément. Ça permet non seulement de lancer des chasseurs à leur potentiel maximum, mais aussi des avions plus lourds, plus lents. Comme des avions radars, ce genre de choses. Ouais. Exactement. Des avions radars ou des appareils de guerre électronique qui ne pourraient tout simplement pas décoller d'un tremplin. La palette d'outils à disposition du commandement naval s'élargit considérablement. Une telle capacité, ça ne peut pas être juste une question technique. Ça doit forcément faire grincer des dents à Washington et inquiéter dans toute la région. On entre en pleine géopolitique, là. On y est en plein. Ce navire est une pièce maîtresse dans la rivalité navale entre Pékin et Washington. Comme on le disait, le seul autre porte-avions doté de cette technologie, c'est l'USS Gerald R. Ford. D'accord. La source cite un expert en armement naval, Alex Luke, qui résume la situation de façon très directe. Aucun pays occidental, à part les États-Unis, n'exploite un porte-avions d'une taille et de capacité similaires. Ça vous situe le niveau. Oui, c'est très clair. La Chine ne rattrape plus seulement son retard, elle commence à jouer dans la même catégorie. Attendez, ça c'est une affirmation forte. Est-ce que ça veut dire que si demain, un groupe aéronaval chinois, mené par le Fujian, croisait un groupe américain, on serait face à deux forces égales? L'équilibre vient de basculer, C'est la question à $1 million. et la réponse des analystes cités dans l'article est « pas si vite Ah, Le matériel ne fait pas tout. Le même Alex Luck tempère, immédiatement en estimant qu'il faudra, je cite, plusieurs années avant que ce porte-avions atteigne une réelle capacité de combat. plusieurs années. Oui. Construire le navire, c'est une chose. Le faire fonctionner comme une machine de guerre parfaitement huilée avec ses avions, ses navires d'escorte et surtout des milliers de marins et de pilotes entraînés, ça, c'est un défi d'une toute autre ampleur. C'est un peu comme avoir une Formule 1 flambant neuve, mais sans avoir encore un pilote capable de gagner un Grand Prix. Le potentiel est là, mais l'expérience manque. C'est une excellente analogie. Et elle est renforcée par un autre spécialiste cité, Colin Ko de Singapour. Il met le doigt sur le point le plus crucial.
La Chine manque d'expérience opérationnelle et de combats réels. Hmm. Les États-Unis opèrent des porte-avions depuis un siècle. Ils les ont utilisés dans tous les grands conflits, du Pacifique à l'Irak. Ils ont fait face à toutes les situations imaginables en mer. Des pannes, des accidents, des tempêtes, des situations de combat. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération de marins. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Non, ça se vit. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Comment réagir quand un avion rate son appontage? Comment gérer une avarie majeure en pleine mission? Tout ça, oui. Comment coordonner des dizaines d'appareils dans un ciel saturé? Les Américains ont des décennies de réponses à ces questions. La Chine, elle commence à peine à les poser. D'accord, je vois. Alex Locke ajoute d'ailleurs que ce n'est qu'avec plusieurs navires de ce type que l'équilibre pourrait vraiment commencer à changer. Un seul porte-avions, c'est insuffisant. Il en faut un en mer, un en maintenance, un en entraînement pour assurer une permanence. D'accord, donc si le Fujian ne va pas bouleverser la donne militaire demain matin, quel est son rôle à court terme? C'est une vitrine technologique? Un instrument de propagande? C'est bien plus que ça. Selon la source, il faut le voir comme une gigantesque plateforme d'apprentissage. Une plateforme d'apprentissage. Oui, l'armée chinoise va s'en servir pour tout tester, tout roder. Ils vont lancer et récupérer des avions des milliers de fois, dans toutes les conditions météo. Ils vont écrire leurs manuels, former leurs équipages et surtout, accumuler une masse de données et d'expérience Et cette expérience sera directement injectée dans la conception des prochains porte-avions. Exactement. C'est une école de guerre flottante en quelque sorte. Ce qui nous amène à la vision d'ensemble. Le Fujian n'est pas une fin en soi, c'est une étape dans un projet bien plus vaste, la modernisation à marche forcée de l'armée chinoise. Tout à fait. Et ça a des conséquences qui dépassent la seule rivalité avec les États-Unis. J'imagine que les voisins de la Chine regardent ça avec une certaine nervosité. Une nervosité, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette montée en puissance est directement liée aux revendications de Pékin sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ah oui. C'est une zone absolument stratégique et la Chine y renforce sa présence militaire en permanence, notamment via des îles artificielles qu'elle a construites et militarisées. Et pourquoi cette zone est-elle si importante? On entend souvent parler de tensions, mais quels sont les enjeux concrets? L'article nous donne des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. D'abord, le commerce. Plus de 60% du commerce maritime mondial passe par là. 60%, c'est énorme. C'est colossal. Contrôler ces routes, c'est avoir un levier énorme sur l'économie planétaire. Ensuite, il y a les ressources. Le pétrole, le gaz. Des ressources de pêche, d'abord, qui sont vitales pour la sécurité alimentaire de millions de personnes. Mais aussi, oui, des ressources énergétiques. L'article mentionne la présence de pétrole et d'hydrates de méthane, un potentiel gaz du futur. D'accord. Dans ce contexte, un porte-avions comme le Fujian est l'outil idéal pour affirmer sa souveraineté et protéger ceux que Pékin considère comme ses intérêts vitaux. On voit bien la logique. La stratégie économique et les ambitions militaires se nourrissent l'une l'autre. Le Fujian, c'est l'outil qui vient appuyer cette stratégie. Alors, quelle est la prochaine étape? On sait déjà ce qui vient après. La source est très claire là-dessus. Le plan ne s'arrête pas là. Elle évoque des rumeurs persistantes, quasi confirmées, sur la construction d'un 4e porte-avions. Déjà un 4e? Déjà. On parle d'une mise en service possible au début des années 2030. Et on peut parier qu'il sera encore plus performant, bénéficiant de tous les retours d'expérience du Fujian. La trajectoire est méthodique, planifiée et soutenue par des budgets colossaux. Donc si on essaye de synthétiser tout ça, d'un côté, la Chine a prouvé au monde qu'elle pouvait construire une machine de guerre du XXIe siècle en maîtrisant une technologie de pointe qui semblait hors de portée. Oui, Le Fujian est la preuve de cette prouesse industrielle et technique. c'est ça. Ils ont le matériel. Mais de l'autre côté, il y a le logiciel. Et par logiciel, j'entends l'humain, l'expérience, la doctrine, le sang-froid en situation de crise, ce savoir-faire accumulé sur des décennies de combat. Et ce logiciel, il ne s'achète pas et il ne se copie pas. Il se construit lentement au fil des années. Le Fujian, c'est donc moins un point d'arrivée qu'un point de départ. Le début d'une nouvelle ère pour la marine chinoise, mais un début qui demandera encore beaucoup de temps pour porter tous ses fruits sur le plan opérationnel. Exactement. Et en se basant sur la source, on a beaucoup parlé de la rivalité entre Pékin et Washington, parce que c'est évidemment le cadre principal. Bien sûr. Mais ça soulève une dernière question, peut-être plus vaste. Quand une puissance comme la Chine met un tel outil sur l'échiquier, ça ne change pas seulement son rapport de force avec son rival principal, ça oblige tous les autres joueurs de la région à revoir leur propre jeu.
Ça déclenche une réaction en chaîne. Forcément. Comment réagit le Japon, qui transforme ses porte-hélicoptères pour accueillir des chasseurs F-35? Que fait l'Inde, qui développe sa propre flotte de porte-avions? Et la Corée du Sud, l'Australie. Et la Corée du Sud, l'Australie, le Vietnam? L'arrivée d'un seul navire, aussi puissant soit-il, ne redéfinit pas seulement le dialogue entre deux superpuissances, c'est tout l'équilibre sécuritaire d'un des quartiers les plus dynamiques et les plus tendus du monde qui doit se réajuster. C'est peut-être ça la conséquence la plus immédiate et la plus profonde de la mise à l'eau du Fujian. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques